L'été indien est un livre que j'ai commencé comme tous mes livres par le hasard. Alors pas par le hasard d'une phrase lue quelque part comme souvent, mais s'agissant d'un texte relativement autofictionnel. Il a commencé par la découverte d'une vidéo. En 2016, j'avais écrit un livre qui s'appelle La mer, c'est rien du tout, chez POL, dans lequel je m'étais remémoré une poissonnière qui vendait du poisson. C'est le rôle des poissonnières dans mon village dans les années 70. Et je m'étais demandé des années plus tard, je ne sais pas pourquoi, si cette poissonnière, je pouvais trouver des éléments sur elle, sur Internet. Donc j'ai tapé son prénom, qui me restait, Germaine Poissonnière. Je suis tombé sur un documentaire de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, où on voyait cette poissonnière se diriger vers le village où j'ai été élevé. Et c'est une très belle vidéo en elle-même, parce que c'est un personnage, comme on dit, haut en couleur, cette Germaine, une très forte personnalité. Et j'ai vu sur cette vidéo, dont des gens avec qui j'étais élevé, des enfants de mon âge, un cousin, le facteur du village, dont déjà au milieu duquel j'ai grandi pendant des années. Et puis je voyais un enfant un peu à l'écart et que je ne reconnaissais pas. Et puis au bout d'un certain temps, j'ai pris conscience que c'était moi. Alors ça peut paraître étrange de ne pas se reconnaître, mais j'avais 13 ans à l'époque, c'était en 1977. Et mes parents n'avaient pas de caméscope ou d'appareil photo, donc si je me voyais bien, évidemment, dans les miroirs chaque jour, en me lavant, en me peignant, etc., je n'avais pas de souvenir de moi. Et donc j'ai mis un certain temps à me reconnaître, et ça m'a fait vraiment un choc émotionnel très fort, qui m'a fait écrire de suite, ou presque, en commençant par décrire ce village des années 70 dans l'Hérault. Et de fil en aiguille, j'ai repris les deux personnages de La mer, c'est rien du tout, qui sont mes parents dans la réalité, mais fantasmés par la littérature, fictionnalisés plus précisément, et puis le narrateur, qui est moi, comme le jeu c'est moi, pour beaucoup dans la mer, c'est rien du tout. Dans l'été indien, le personnage Éric Planchon, c'est moi. Alors, un peu moins que dans La mer, c'est rien du tout, mais fondamentalement c'est moi. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, L'été indien, suite à ce que je viens de dire, par un déclencheur de type émotionnel, mais qui m'a conduit à écrire comme j'écris, avec, je pense, en traitant les situations les plus tragiques ou difficiles avec de l'humour, et puis en laissant le chemin de l'écriture se faire, c'est-à-dire m'amener à des endroits où j'imaginais pas aller du tout, mais en gardant la cohérence avec l'époque, ce que j'étais, le milieu sociologique si on veut, les étapes principales d'un jeune homme à cette époque, le service militaire, les petits boulots, la première histoire amoureuse, ce genre de choses, en mettant un gros focus de la première partie sur les deux parents, sur leur rapport assez explosif, là aussi que j'exagère, que je déforme volontairement, en jouant sur l'humour beaucoup, mais sous l'humour, il y a quand même des personnalités à la fois très fortes et puis qui n'étaient pas trop faites pour vivre ensemble, et puis surtout l'enfant qui est au milieu. Et cette disposition, on dira, cette organisation de la famille à trois, les deux parents et l'enfant, est représentée physiquement lors des rencontres de foot à la télévision, où le père supporte l'équipe locale et la mère forcément supporte l'équipe autre, l'équipe visiteuse. Et ils refont dans le salon la disposition qu'on peut trouver dans des tribunes, c'est-à-dire le père dans l'angle est du salon, la mère dans l'angle ouest, et l'enfant au milieu, qui apprend à gérer les déséquilibres du couple, qui ne prend parti ni pour l'une ni pour l'autre des équipes. Et c'est une façon de traiter, à travers cette anecdote et beaucoup d'autres, l'équilibre, comme je disais, ou le déséquilibre de cette famille, qui fera de l'enfant, puis de l'adolescent, un gamin assez tiraillé émotionnellement et psychologiquement, mais en même temps habitué à vivre dans des milieux assez conflictuels et à trouver des situations d'équilibre.
Alors cet enfant deviendra adolescent, on le suivra quand il quittera ses parents. Et lorsqu'il fera son service militaire et qu'il reviendra au bout d'un an, évidemment il trouvera la maison encore plus petite que ceux dont il avait souvenir et qu'elle était en réalité. La situation du couple, donc de ses parents, a changé, voire qui a empiré. Et surtout, lui découvrira qu'en fait, il aime profondément ses parents l'aiment à lui aussi, bien que ça ne soit pas toujours très visible. Et tout ça se matérialisera à travers des détails très concrets. Par exemple, le fait que lui a des draps neufs, une literie neuve, mais eux qui n'ont pas beaucoup d'argent vont garder les vieux draps, les vieux oreillers. Et c'est un détail très concret de la vie de tous les jours qui le touchera profondément et qui lui fera donc comprendre ce que je viens de dire. Et ensuite, la narration aura un tournant tragique, absolument inattendu. Et à partir de là, l'enfant suivra avec la première aventure amoureuse sa vie a priori détaché de tout ce qui s'est passé avant. Il entrera vraiment dans l'âge adulte et le roman se termine au moment où on peut considérer qu'il commence effectivement à entrer vraiment dans sa vie d'adulte après une première expérience amoureuse, peut-être pas très concluante, mais ça ira mieux après. Voilà. La fiction, évidemment, c'est un moyen de parler de soi, mais au service de la littérature. Pour moi, le but, c'est pas... ça n'a rien à voir avec quelque chose qui relèverait de l'analyse, ce genre de choses. C'est vraiment un moyen d'écrire, parce que j'aime écrire, et que c'est un ressort, en l'occurrence, très puissant pour me faire écrire. Mais je vois ça vraiment comme même si c'est pas le cas, je l'envisage quand même comme de la pure fiction. Peut-être que j'ai tort, c'est possible, mais je vois ça comme de la pure fiction. Peut-être que j'écrirai plus tard un autre livre où je sentirai les choses différemment, mais la seule chose qui m'importe, c'est vraiment écrire avec plaisir, même des situations difficiles, réellement, qui ont été réellement difficiles, mais écrire toujours avec plaisir et donner du plaisir au lecteur. C'est vraiment l'alpha et l'oméga pour moi de la littérature, pour ceux qui me concernent. C'est le plaisir d'écrire et d'en donner au lecteur. D'écrire le mieux possible, d'être le plus précis possible dans les situations, dans la construction de la narration. Je suis toujours très attaché à décrire aussi visuellement les environnements et les psychologies à travers de l'extérieur plutôt que de l'intérieur ou à travers des dialogues. Il y a dans l'été indien d'assez longs, pas très longs, mais assez longs monologues du père, de la mère, d'un cuisinier dans un restaurant de plage où toute leur personnalité est exposée à travers ce qu'ils disent et qui relèvent des choses extrêmement concrètes du quotidien. La mère qui a préparé du riz, elle en a fait trop, mais c'est pas grave, ça se réchauffe. Le père qui dit au fils qui rentre du service militaire avec les cheveux tondus qu'il faut acheter un bonnet, mais un bon bonnet, un bonnet breton. Donc il y a de la tendresse, de l'attention à autrui, dans les choses les plus élémentaires, triviales, et qui se disent sans vouloir être dites, mais comme elles sont réelles, elles finissent quand même par sortir. Et c'est tout ça que l'enfant comprendra plus tard, quand ses parents quand il s'éloignera de ses parents en l'occurrence. Dans ce texte comme dans les autres, dans l'autre, parce que ceux qui sont un peu autofictionnels, c'est tout petit peu, je veux dire, le tout premier roman, Air du Mouton, surtout La mer c'est rien du tout, et donc L'été indien, et toute la partie réellement véridique, personnelle, que j'ai vraiment vécue, est finalement minoritaire, et en plus elle est transformée. Mais c'est quand même un vrai, pour moi, une espèce de propulsion psychologique qui m'a amené à écrire ça et pas autre chose. Mais la plupart des choses qui se passent dans le livre, je les ai complètement inventées. Mais si le restaurant où travaille Éric Planchon, le Serve Radieux, n'existe pas, j'ai quand même travaillé dans des restaurants du Cap d'Agde à l'époque,
Donc je sais ce que c'est de travailler quand on est jeune dans un restaurant du bord de mer. Et pour poursuivre sur le rapport entre le concret, le physique et puis l'émotionnel, c'est dans tous les domaines. Par exemple, quand les parents ne sont plus là, le fils hérite de vignes, de petites vignes, dont il n'a que faire, puisqu'il a trouvé un travail au bureau, et il se dit qu'est-ce que je vais faire de ces vignes, les vendre, les cultiver, c'est hors de question. Puis il se dit en fait, ces vignes, elles sont dans la famille depuis des générations et des générations. Elles auraient dû être arrachées selon les directives de l'Union européenne. Elles ont été plus ou moins cachées. C'était un petit mouvement de liberté que faisaient beaucoup les vignerons pour échapper aux directives européennes qui imposaient d'arracher des vignes qui étaient beaucoup plus que des plantations qui faisaient vendre des raisins, qui étaient profondément attachés aux familles, ancrés culturellement et qui avaient une valeur symbolique, affective, émotionnelle très très forte. Pour cette raison-là, ces vignes, ils décident de les laisser en quelque sorte retourner à l'état sauvage, c'est-à-dire les laisser petit à petit être envahis par la garrigue, le maquis, les broussailles, et leur redonner la liberté de cette façon à la fois symbolique et tout à fait matérielle, disparaîtront petit à petit dans la nature. Est-ce que c'est un livre politique ? Je dirais que non, parce que j'essaie toujours, moi, ce qui m'intéresse dans la fiction, c'est le travail de l'écriture, c'est banal que de le dire, et c'est pas les idées, c'est jamais les idées, mais quand on parle de certains sujets à une certaine époque, on parle nécessairement d'une situation qui était celle-là à l'époque. Là, j'ai parlé brièvement de la situation des vignes que l'Union européenne a obligé à arracher. Voilà, donc c'est politique, mais c'est pas du tout l'objet du livre. Donc non, ce n'est pas un livre politique, c'est un livre qui retrace un destin de gens ordinaires, de parents ordinaires, d'un enfant ordinaire, assez typique de ma classe sociale d'origine, qui est la classe ouvrière, d'un père qui travaillait donc à peu près au SMIC, à la vigne, en tant qu'ouvrier, qui avait 2-3 petites vignes à lui qui rapportaient rien, une mère qui était une mère à la maison, comme on disait, qui s'occupait des enfants. Quand les fins de mois étaient trop dures, elle faisait des ménages. Et puis voilà, c'était le monde de ces petits villages où les gens n'avaient pas beaucoup d'argent, des poissonnières comme Germaine, et que je retranscris, et qui sont un monde, évidemment, comme tout évolue très vite, qui envoie de disparitions avancées. Ce qu'on peut constater, effectivement, à travers des personnages qui sont présents dans le livre, comme Jean-Pierre Pernaut, qui représente pour beaucoup de monde la France rurale, en fait. Si on veut parler de politique, on pourrait dire la France des Gilets jaunes, pour être clair. Voilà, c'est cette France-là qui est aussi le sujet du livre, parce que les personnages sont de cette France-là et sont cette France-là, qui sans eux n'est qu'un mot. Le mot France qui existe à travers ce type de personnes, en fait, tout simplement. De Français, de la classe moyenne ou populaire, comme on dit, pudiquement, des années 70. Mais il n'y a aucune volonté, a priori, politique. Je ne confonds pas, moi, les livres engagés à idées et puis la littérature telle que moi je la conçois. Voilà. Si ça se recoupe, c'est parce que la narration m'a amené à le recouper, et pas par volonté. Alors pourquoi ce titre, L'été indien ? C'est un rapport direct avec la chanson de Joe Dassin, qui est de ces années-là, évidemment, et parce que ça devient un repère temporel, donc affectif aussi, pour la mère qui dit, Eric, il est né, je me rappelle, c'était l'été indien, parce qu'il est né en septembre. Avant, il disait, il est né à l'automne, au mois de septembre, et après avoir entendu cette chanson, elle dit, Eric, il est né, c'était l'été indien, je m'en souviens. Et de temps en temps, elle emploie cette expression qui lui a plu, l'été indien, un peu à tort et à travers. Et le livre se clôture sur ces deux mots, l'été indien, mais dans une signification absolument tout autre.